éducatif en ce moment, internationalement. Et donc, qu'est-ce que nous avons pu observer? Nous avons pu observer les facteurs qui contribuent à ce que l'enfant apprenne mieux. Chaque pays, et comme je dis, on ne peut pas généraliser, mais chaque cas, si on appelle ça comme ça, c'est peut-être plus équitable, chaque cas a montré certains facteurs. Et nous sommes arrivés à dire qu'il n'y en a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer d'analyser pour comprendre. Et nous avons analysé que les facteurs viennent de trois différents niveaux. Il y a le facteur qui sont propres à la personne, c'est-à-dire celui qui apprend. Soit c'est un petit, soit c'est un grand, c'est-à-dire c'est pour tout le monde la même chose, l'être humain dans sa globalité. Alors là, nous avons les recherches, les toutes récentes qui parlent du cerveau et comment le cerveau fonctionne par rapport à l'apprentissage. Alors je vais vous donner quelque chose qui va vous épater. Les dernières analyses parlent que l'adolescent a énormément besoin de dormir pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse assimiler la connaissance qu'il a eue. Si vous regardez ce qui se passe dans tous les systèmes éducatifs du monde entier, l'adolescent, c'est celui qui dort le moins par rapport aux autres âges. Pourquoi? Parce qu'il est pressé par l'apprentissage, parce qu'il doit passer le bac, parce qu'il doit faire ceci, parce qu'il doit faire cela. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un jour, comme aujourd'hui, nous sommes ici, vous allez le voir, dans quelques années, nous allons être obligés de réduire l'apprentissage. Il est forcé à être à l'âge de cet adolescent parce que nous avons compris, parce que les études vont être beaucoup plus alarmantes, que cet enfant a besoin de beaucoup plus de repos. Alors il va falloir revoir le comment nous apprenons. Alors ça, c'est un premier facteur et il a été établi. Un deuxième facteur, c'est tout ce qui se passe tout autour de l'école, à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire l'école en tant qu'établissement. L'école, la façon que l'enfant s'assoit à l'école, il est par terre, il est sur un pied, il est sur le pupitre ou la chaise, n'importe quel objet, nous mettons l'enfant à s'asseoir. Les enfants protégés, un toit par-dessus leur tête, soit la pluie, soit le soleil, soit toutes ces conditions climatiques. L'enfant, combien de temps il met pour atteindre l'école? S'il y a des toilettes à l'école, le taux du maître par rapport à l'élève, nous connaissons les classes de 100 enfants et nous connaissons des classes de 15 enfants. Est-ce que l'éducation est la même? Est-ce que l'apprentissage est le même? Ce sont les facteurs à l'intérieur de l'école. Maintenant, nous avons aussi vu qu'il y a des facteurs externes à l'école, c'est-à-dire la place que l'école prend dans le village, comment l'école est accueillie, comment l'école devient le centre de ce village, le rôle des parents par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'école, le taux d'alphabétisme des parents, etc. Bien entendu, ici vient le facteur de la langue. Nous avons quand même assez débattu, sans être vraiment dans le centre de la matière, mais nous avons ici parlé hier, et je reparle aujourd'hui, et je suppose que nous allons reparler d'ici la fin de la journée. La langue est très importante. La langue en tant que langue maternelle, pour l'enfant de bas âge, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 10 ans, l'enfant devrait apprendre à sa langue maternelle et ainsi il pourrait assimiler beaucoup mieux l'apprentissage. Encore une question du cerveau est là. Et ceci va faire un changement dans les politiques éducatives dans les années à venir. Nous avons plusieurs exemples de pays dans le monde qui sont allés dans ce sens. J'ai cité moi-même l'Inde hier. Et donc, l'école dans le facteur économique dans l'endroit où il se trouve, et là, nous avons retrouvé certains points depuis hier que nous avons parlé, comment l'école contribue à la société de apprentissage, à la société économique dans laquelle l'école se trouve. Ce sont donc les facteurs à l'extérieur de l'école qui contribuent.
Maintenant, ce programme sur lequel nous nous trouvons, je me trouve au niveau de Paris, essaye avec les régions, et voilà la vôtre, d'établir des politiques qui vont vous permettre à vous tous de vous appuyer quand vous voulez revoir certains points de vos systèmes éducatifs. En même temps, nous voulons aussi évaluer l'apprentissage, comme vous êtes en train de dire ici et débattre, et montrer certains facteurs qui contribuent. Ce que nous voulons faire, c'est d'ici l'année prochaine, donc comme vous savez à l'UNESCO, nous travaillons dans des bienniats, nous voulons arriver à vous produire des méthodes en se basant sur vos délibérations, sur vos préoccupations, de vous proposer des méthodes pour l'évaluation, vous proposer des méthodes pour les politiques, et ainsi de suite, vous allez pouvoir vous-même les mettre en œuvre et arriver à démontrer que c'est vrai, cette école inclusive, cette école de qualité que vous êtes en train de construire à travers BIP, BIP, c'est un véhicule, comme ça a été dit, parce que certains parmi vous, vous êtes en train de le faire. Donc voilà, tous ces points-là, ce sont les points qui vont vous réunir à avancer le système vers cette éducation de qualité et cette éducation inclusive. Je vous remercie. Merci.